Bonjour à tous, j'espère que pendant cette période de confinement, vous et vos proches vous portez bien et que la vie continue malgré tout, avec ses hauts et ses bas. Et vous en profitez pour faire des choses que vous ne faisiez peut-être pas, que vous n'aviez pas le temps de faire. Pour ma part, j'ai repris des lectures, j'ai repris d'anciennes lectures. J'aime bien souvent reprendre des livres que j'ai lus il y a des années de ça. Et on se rend compte que lorsqu'on évolue, on ne voit pas ces livres de la même façon, ou alors il y a des messages qu'on n'avait pas compris à l'époque, qu'on commence à comprendre maintenant. On revoit des millimètres différents et c'est très intéressant de revoir. Je parle là évidemment de véritables œuvres, de grands livres. Si vous lisez un livre 10 fois et que la 10 fois vous avez la même information qui ressort, c'est que ce n'est pas une grande œuvre. En fait, les très grandes œuvres des grands auteurs peuvent se lire des centaines de fois et à chaque fois, en fonction de votre état, de votre niveau d'évolution, vous aurez des nouvelles informations qui sortent. Et là, j'étais en train de me refaire certaines nouvelles de Ralph Waldo Emerson, qui est un de mes auteurs américains préférés. Et dans une de ces nouvelles des plus connues, qui s'appelle La confiance en soi en français. Vous pouvez trouver des traductions françaises évidemment. Il pose une question très intéressante. Il nous dit aujourd'hui la plupart des gens ne sauraient pas répondre à une question très simple. Si on vous croise dans la rue et qu'on vous demande mais qui êtes-vous donc, cher monsieur? Que répondriez-vous? La plupart des gens aujourd'hui s'identifient à leur poste, à leur job, à leur titre, à leur diplôme et en fait à une étiquette sociale. Ils ne savent plus qui ils sont pour leur entourage et ils s'identifient à ce travail, à cette situation socio-culturelle. Ils vous diront je suis professeur de ceci, docteur un tel, président de cela, directeur général de ceci, employé d'un tel. Mais ça, c'était pas la question. Il vous a dit, mais qui êtes-vous, mon cher monsieur? Et non pas, mais que faites-vous, mon cher monsieur? Il y a une grande différence entre faire et être. Et la plupart des gens, aujourd'hui, s'identifient au faire et à la situation sociale. Mais ça crée plein de problèmes et des crises identitaires, ça. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que c'est quelque chose d'éphémère. Une étiquette, un label, ne durera pas. Même si on a envie qu'elle dure tout le temps, mélanger la finalité comme un mur de cette étiquette, de cet emploi, avec la finalité de l'absolu et de l'univers, est une erreur grossière. Parce que la première chose que ça crée, c'est une peur de perdre l'étiquette, ou la reconnaissance des gens, ou l'amour des gens, et penser que les gens vous reconnaissent ou vous aiment à cause de votre étiquette, parce que vous êtes docteur un tel, parce que vous êtes président de ceci, parce que vous êtes professeur un tel. Mais c'est faux. Les gens devraient nous aimer s'ils nous aiment vraiment pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous faisons. Qui êtes-vous donc, mon cher monsieur? Regardez, j'ai connu des gens, moi, qui étaient tellement identifiés à leur étiquette, à leur label, à ce qu'ils avaient fait dans une vie professionnelle, qu'ils étaient prêts à tout, aux pires bassesses, pour ne pas perdre cette identité. Des professeurs d'université qui enseignaient encore les mêmes cours depuis 20 ou 30 ans, qui auraient été prêts à tuer des jeunes qui arrivent pour prendre leur place. Des chercheurs qui ont mis leur nom et toute leur réputation sur une découverte, et quand ils se rendent compte, 20 ans après, avec des nouvelles découvertes, et la science est faite pour ça, pour évoluer, que en fait, c'était faux. Ils seront prêts à tout pour réfuter les nouvelles théories, juste pour garder leur identité qui est accrochée à ça. Et cette peur de perdre cette identité est quelque chose de terrible. Mais vous savez quoi? De toute façon, elle va disparaître. Soit vous allez mourir, soit vous allez aller à la retraite,
soit la nature et la société vont évoluer et cette étiquette ou ce poste n'aura plus raison d'être. Regardez même les gens qui répondent avec d'anciens titres. Je suis ex-ministre de ceci, ancien président de cela, ex-professeur, ex-ceci, ancien cela. Mais on s'en fout. La question c'est, qui êtes-vous donc, mon cher monsieur? Pas qui vous étiez, vous êtes le fils de qui? À l'époque, on disait c'est Georges. Oui, mais Georges qui? Georges, fils de Paul, qui est lui-même fils de Pierre. Mais on faisait des références à des ancêtres et à d'autres, et non pas référence à nous. Mais qui êtes-vous donc, mon cher monsieur? Et comme dit Emerson, ils construisent des belles bergeries bien nettes et bien rangées, mais elles finiront par s'effriter, pourrir et s'écraser sur leur tête. Et oui, est-ce que vous avez connu des gens qui, une fois à la retraite par exemple, et dont l'identité professionnelle qui prenait pour eux, alors que c'est un moyen, votre poste, votre label, votre étiquette, votre travail est un moyen pour révéler ce que vous êtes vraiment, est un moyen pour servir l'humanité. Ramenez-toi à une seule catégorie socio-professionnelle est presque suicidaire. Regardez les gens quand ils arrivent à la retraite, parfois ils tombent malades et ils meurent de façon accélérée dans les années, les mois et les années qui suivent. Pourquoi? Parce que leur identité, leur impression de leur identité disparaît. Et ils se sentent inutiles, inexistants. Et il n'y a rien de pire pour un être humain que de se sentir inexistant. Alors qu'en fait, le flux continue. Ce poste, ce travail, est-ce que vous l'avez obtenu pour vous ou pour les autres? Obtenir tel diplôme, telle situation, tel poste, était fait pour vous valoriser vous ou vous permettre de mieux servir les autres? Ça fait une grande différence. Mais qui êtes-vous donc, mon cher monsieur? Question vaste et difficile à répondre. Mais regardez vos cellules. Si vous vous adressez à une de vos cellules, je ne sais pas moi, une cellule d'Anilo de Langerhans, une cellule bêta d'Anilo de Langerhans, regardez les étiquettes qu'on met sur une cellule. Est-ce que vous croyez que si la cellule pouvait parler et vous lui demandiez « Mais qui êtes-vous, ma chère madame ?» et vous direz je suis une cellule bêta de Zilo de Langerhans, elle s'en fout de ça. Ça, c'est des labels que les êtres humains lui ont mis dessus. Si elle pouvait parler, elle nous dirait probablement quelque chose du genre nous sommes une communauté dont le but dans la vie est de produire certaines substances, certaines hormones qui permettent de réguler la glycémie de la plus grande communauté dont nous faisons partie pour permettre de maintenir l'homéostasie du métabolisme et à l'être humain qui nous porte d'aller, lui, dans sa communauté, faire ce pourquoi il est fait, rendre service, exprimer son talent et son potentiel. Et vous dira pas, je suis une cellule bêta, fille de cellule delta, ou je suis la chef des îlots de Langerhans, ou je suis la directrice des opérations des hormones de l'insuline. Non. Elle sait pourquoi elle est là, elle connaît son télos. C'est pareil, je sais même, il y a plein d'exemples. Prenez une rivière. La rivière X, la rivière Y. C'est nous qui mettons des noms sur des rivières. Pour les cellules, c'est encore pire. On met nos noms personnels, Langerhans, sur une création divine. Ça, c'est encore un autre sujet. On en reparlera une autre fois. Comment peut-on mettre son propre nom sur quelque chose dont on ne comprend même pas le millionième? C'est dingue. En tout cas, prenez une rivière. La rivière, c'est pareil. Si vous lui demandez « Mais qui êtes-vous, ma chère madame ?» elle ne vous dira jamais « Je suis la rivière X ». Elle vous dira probablement quelque chose du genre je suis un lien dans l'équilibre biologique, dans le cycle biologique entre la géosphère, la biosphère et l'atmosphère. Je permets à la goutte d'eau qui s'est évaporée de revenir à l'océan.
Je suis qu'un maillon dans les liens qui nous unissent les uns aux autres, du ruisseau à la rivière, au fleuve et à l'océan. Je permets à la goutte de revenir à son océan. Et vous dira jamais, je suis la rivière X qui vient du ruisseau Y et qui va donner le fleuve un tel. Non, elle sait. Qui êtes-vous donc, mon cher monsieur? Qui êtes-vous en tant que père, en tant que mère, en tant que fils, fille, en tant que citoyen de votre communauté, de votre cité, de votre pays, citoyen du monde, en tant que citoyen de l'univers absolu? Qui êtes-vous? Quelle est votre raison d'être? Quel est votre génie? Pourquoi êtes-vous là? Si votre ego s'accroche à un label, une étiquette, c'est comme un fruit qui s'accroche à une branche. Si le fruit pense que toute sa vie dépend de sa branche, elle se fait une grande illusion, puisque qu'est-ce qui se passe? Après un certain temps, si elle reste tout le temps sur cette branche et qu'elle oublie, ou qu'il oublie ce fruit, qu'il est là pour nourrir, pour se partager, que sa robe rouge est là pour attirer l'œil et rendre service et donner son corps, sa chair, pour nourrir les autres. Et que son noyau doit retourner à la terre pour recréer, reproduire d'autres fruits et d'autres arbres fruitiers. Mais si elle reste sur sa branche en pensant que sa vie dépend de cette branche et que la robe rouge doit être belle, mais juste pour l'apparat, pour elle, pour être le plus beau des fruits, pour être la plus belle des pommes ou le plus beau des abricots, c'est pas ça sa raison d'être. Au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passera? Si personne ne l'accueille, elle va s'alourdir, pourrir et tomber de la branche et s'écraser au sol. Parce que l'univers fera tout pour que ce noyau retourne au sol. Et dans notre cas à nous, plus on s'occupera de l'extérieur, comme la cellule, si elle s'occupait que de ce qui se passait dans son environnement et qu'elle oubliait son noyau et son fonctionnement interne. Si en tant qu'être humain, on ne s'occupe que de nos rapports environnementaux, de nos liens socioculturels, et qu'on oublie qui nous sommes à l'intérieur profondément, l'univers va détruire l'intérieur pour ramener votre attention à ça. Plus vous mettez de l'attention vers l'extérieur, plus l'intérieur vous rappellera à l'ordre, et principalement en se détériorant, en tombant malade, en ayant mal. Et là, vos titres, vos postes, vos diplômes n'y pourront rien faire. Mais qui êtes-vous donc, mon cher monsieur, lorsque vous attrapez un virus, lorsque vous perdez un proche, lorsque seul dans votre lit vous avez peur? Profitez de cette période de confinement pour voir quelles sont vos vraies peurs, quels sont vos vrais manques. Est-ce que quelque chose vous manque en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose de socio-culturel? Est-ce que c'est une reconnaissance et le regard des gens? Ou est-ce que c'est le désir de rendre service? Ça fait toute la différence. Et il faut comprendre une chose, c'est que ça crée une pensée unique de s'accrocher juste à un titre ou à un poste et d'oublier qui nous sommes dans notre entière personnalité. Jouer un rôle, porter un masque, nous éloigne de nous-mêmes parce que l'exclusivité mène à l'exclusion. Plus on a une pensée unique sur une seule capacité, un seul poste, plus on se limite à ça et on se coupe du reste. Est-ce que vous pourriez décrire Léonard de Vinci avec un poste ou un job? Est-ce qu'il était peintre? Est-ce qu'il était sculpteur? Est-ce qu'il était médecin? Est-ce qu'il était sportif? Est-ce qu'il était architecte, physicien, inventeur? Comment décrire un homme avec une étiquette? Et Avicenne. Donc vous ramenez à une seule étiquette, vous coupe des autres. Et en général, vous limite. Et vous occupez que de votre bergerie qui, un jour ou l'autre, s'écroulera. Qui êtes-vous donc, mon cher monsieur?
Ça me fait penser à un beau poème de Rumi où il raconte qu'un grammairien, c'est-à-dire un linguiste, un expert de la langue, monte un jour sur un bateau pour faire un voyage. Et il en impose à tout le monde, et il veut faire comprendre à tout le monde que c'est lui le plus intelligent, qu'il connaît la grammaire comme personne, qu'il est expert, qu'il est grammairien. Et du coup, il se met tout le temps à faire des remontrances à tout le monde et les corriger sur leur façon de parler, la grammaire, etc. Alors que la plupart des passagers sont soit des marins ou des gens très simples qui n'ont pas évidemment ces connaissances, et il leur jette tout le temps ces connaissances à la figure. Qu'est-ce qui se passe après un bout de temps? Tout le monde se met à léviter dans le bateau. Personne n'ose plus s'exprimer à côté de lui, de peur de se faire réprimander, de peur de se faire reprendre sur la façon dont ils ont dit les choses. Mais du coup, les gens se mettent à étouffer leur vraie nature à son contact. Et regardez ce que ça crée. Ça l'exclut des rapports humains et du partage qu'il pourrait avoir sur un bateau. Et du coup, au bout d'un certain temps, étant abandonné par tout le monde, son ego en prend un coup et il n'a plus cette reconnaissance. Et il a la rage. Et à un moment, il voit le capitaine du bateau qui est entouré de plein de gens en train de rigoler parce que le capitaine raconte ses aventures, tout ce qu'il a vécu dans ses voyages, dans ses aventures navales, etc. Et notre grammairien, tout énervé, va et commence à mettre sa graine, à le reprendre, mais on ne dit pas ça comme ça, et le verbe se met là, etc. Et jette encore son savoir et son expertise à la figure du capitaine, qui est très attristé et arrête de raconter ses histoires et s'en va. Et le grammairien dit au capitaine, mon capitaine, tu sais même pas écrire ou lire ou t'exprimer correctement. Et le capitaine dit, ben non, j'ai à peine appris tout seul, je sais à peine lire et écrire. Et le grammairien lui dit, mais tu sais quoi, t'as foutu la moitié de ta vie en l'air. Et il s'en va. Et vous savez ce qui se passe? Il y a une belle tempête qui éclate en mer, est terrible, et la tempête brise le bateau. Et là, pendant que tout le monde est en train de sauter à l'eau et essayer de se sauver, le capitaine passe et voit le grammairien prostré par terre en train de pleurer. Et il le regarde et lui fait, grammairien, t'as jamais appris à nager? Et l'autre le regarde et dit, ben non, je sais pas nager. Et il lui dit, tu sais quoi? T'as foutu toute ta vie en l'air. Et il saute à l'eau. Et oui, nos étiquettes, nos titres ne nous servent pas à nous garder en vie. La vie est quelque chose de débordante, qui se transmet, qui se partage. Et essayer de se couper des autres en disant que nous sommes une goutte différente des autres, essayer de nous mettre des labels, c'est nous couper de notre lien sacré avec l'humanité. Regardez une rose n'a pas besoin de label. Elle ne va pas vous dire que elle est rose, fille de telle rose, ou qu'elle est la plus belle rose des autres roses, qu'elle est plus rouge. Elle ne se compare pas, elle ne fait pas allusion à ses ancêtres. Simplement, elle est belle, pleine de vie. Et elle partage sa beauté et sa vie avec nous. C'est intéressant de se poser cette question. Mais qui êtes-vous donc, mon cher monsieur? Est-ce que vous avez la réponse à ça? Quel est votre vrai talent? Quel est votre vrai génie? En quoi utilisez-vous ce potentiel que vous avez en tant qu'être humain et comment vous le partagez? Est-ce que vous êtes votre profession? Est-ce que vous êtes votre étiquette? Non. Et en général, vous ne l'avez même pas choisi vraiment avec le cœur. Combien d'entre vous avez choisi ce poste, ce titre, ce métier que vous avez avec une véritable passion, un véritable désir de rendre service? Vous n'êtes pas né avec cette étiquette. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce métier ou ce poste à un moment ou à un autre? C'était pour faire plaisir à quelqu'un, à vos parents peut-être qui faisaient le même métier, pour ressembler à un oncle
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire et d'être ce que vous êtes aujourd'hui en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui fait que vous vous identifiez à un poste, à un titre, à un diplôme? Qui êtes-vous, mon cher monsieur, à l'intérieur? C'est comme un sapin. On a été berné comme le sapin est berné. Un sapin est un arbre magnifique, dans son environnement, dans la montagne. Mais on le coupe de ses racines, on le ramène chez nous, et là, on lui fait croire qu'il est le roi des arbres. On lui met des habits d'apparat, on le déguise, on l'enguirlande, on lui met une couronne, une étoile sur la tête. Les enfants se prosternent devant lui. Mais ça dure combien de temps tout ça? Le temps des fêtes? Et là, si le sapin pense que son existence et son identité sont liées à ce rôle de roi des forêts et de sapin de Noël, qu'est-ce qui se passe 3 semaines, 1 mois plus tard? Quand vous vous baladez sur le trottoir, qu'est-ce qu'on retrouve? Le cadavre de ce même sapin qui a été jeté comme ça sur le trottoir à la rue, sans ménagement. Et oui, les étiquettes disparaissent. Chaque trône sur lequel on monte n'attend que d'une chose, c'est qu'on en retombe. Et les cycles continuent. Un autre sapin viendra prendre sa place l'année d'après. Mais la véritable racine du sapin, elle est où? Sa véritable raison d'être n'était sûrement pas de finir dans des salons avec des cadeaux et des guirlandes. À vous de savoir quelle est votre véritable nature et raison d'être. Vous n'êtes pas votre titre. Vous êtes bien plus que ça. Le titre, le job n'est qu'un moyen pour exprimer votre potentiel et être au service des autres. La nature aime le partage et la vie aime grandir, l'expansion, aller vers les autres. C'est comme ça qu'on réussit dans une vie. Profitez de ces moments pour méditer, pour avoir un peu d'introspection et d'arriver à répondre peut-être à la fameuse question « Mais qui êtes-vous donc, mon cher monsieur ?» Essayez de trouver une réponse, votre vraie nature, et voir si vous êtes dans votre élément. Si aujourd'hui, vous êtes vraiment en train d'exprimer votre potentiel, votre génie, votre talent à 100%, à 1000%, ou si vous êtes enguirlandé, si vous êtes attaché à une étiquette pour des raisons socioculturelles, pour du conformisme, par peur d'être rejeté. Mais qui êtes-vous donc, mon cher monsieur? Voilà. Je vous souhaite bien du courage, chacun chez vous, en ce moment, dans cette période de confinement. Mettons cette période à profit pour nous retrouver avec nous-mêmes, laisser sortir nos peurs, nos angoisses, et voir si nous sommes centrés sur nous, si nous vivons la vie que nous méritons. Et sinon, profitons de cette rentrée, de cette remise en question pour changer les choses, nous tourner vers les autres, essayer de rendre service, de partager plus, d'aimer plus, de nous aimer nous et de nous aimer les uns les autres. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.